Donc, bonjour à tous, bon après-midi. Je vous présente les derniers intervenants de la journée de la Société des musées du Québec. Monsieur Stéphane Chagnon est avec nous, vous êtes le directeur général. Bonjour, merci d'être là. Du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, Martine Desjardins, la présidente. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. De l'organisme Les Arts de la Ville, Josée Laurence, vous êtes coprésidente du réseau Les Arts de la Ville et vous êtes également directrice de la diffusion et de la conservation, pas au ministère, mais bien au monastère des Augustines. La langue a failli me fourcher. Et de l'Ordre des architectes du Québec, la présidente Nathalie Dion est avec nous. Merci, Madame Dion, d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur Chagnon, directeur général de la Société des musées du Québec, vous êtes le premier à prendre la parole. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, chers collègues de la culture, la Société des musées du Québec tient d'abord à vous remercier, à remercier le ministère de nous avoir invités à ce forum national. Brièvement, la SMQ est un OBNL fondé en 1958 qui regroupe quelques 300 institutions muséales, c'est-à-dire musées, centres d'exposition, lieux d'interprétation, et 600 membres individuels répartis dans toutes les régions du Québec. Alors, nous sommes à l'affût des grands courants de la muséologie. Nous menons des projets dans différentes fonctions muséales et nous avons des partenaires internationaux en Europe, au Mexique. La SMQ est également reconnue comme ATS, Association touristique sectorielle pour les institutions muséales. Alors, nous tenons d'entrée de jeu à saluer ce nouveau projet de politique culturelle. Après 25 ans, vraiment, il était temps. Toutefois, à la lecture du projet de politique culturelle, on s'étonne du peu de place laissée aux institutions muséales de ce projet qui est en devenir. Rappelons que les institutions muséales accueillent 14,7 millions de visiteurs en 2016. Alors, il est important de rappeler le rôle des institutions muséales. Tout le monde le sait, mais c'est bien de se le rappeler. Les institutions muséales jouent un rôle en matière d'éducation, de mise en valeur, de conservation, de transmission de notre patrimoine sous toutes ses formes. Et là, quand je parle de patrimoine, on parle autant de patrimoine artistique, on parle de Bordua, Riopelle, historique, notre histoire scientifique, nos collections scientifiques, archéologiques, matérielles et aussi immatérielles, des pratiques qui se perdent, mais qui se conservent par la transmission des musées, entre autres. Alors, les musées sont ces gardiens et ces transmetteurs de ces patrimoines. Alors, et aussi, ces musées jouent un rôle essentiel dans chacune des régions du Québec en matière d'offres touristiques. Donc, selon nous, évidemment, à la SMQ, on croit que la future politique québécoise devra reconnaître ce rôle essentiel que jouent et que pourraient jouer davantage les institutions muséales comme gardiens et transmetteurs de tous ces patrimoines. Cela inclut les musées scientifiques, Monsieur le ministre. Les musées scientifiques, on a des partenaires dans d'autres ministères, alors c'est important. Donc, on rappelle effectivement le rôle éducatif, social, économique des institutions muséales qui ne se résume pas à améliorer la qualité de vie des citoyens, la cohésion sociale, comme il est dit à la page 25. Ça, c'est oui, cela, mais plus encore. Les musées font preuve de créativité pour développer chez les jeunes le goût de découvrir, de s'approprier ces patrimoines. Ils nous permettent de nous épanouir individuellement et collectivement. Alors, ceci étant dit, l'importance dans cette future politique culturelle et le plan d'action, il doit avoir une emphase sur la préservation de ces collections muséales-là. Il faudrait inscrire dans ce plan d'action l'importance des collections muséales comme composante essentielle de la culture québécoise. Et puisque ces collections muséales-là jouent un rôle identitaire important. Donc, donner les moyens aux institutions muséales de conserver adéquatement leurs collections. Des idées, on en a, ça peut être des réserves communes. Il y a déjà une réserve commune à Montréal. Des réserves communes, je pense que ça serait très important qu'on puisse se doter de ce type d'installation. Voilà. En matière de contenu numérique, et là, je salue l'initiative du gouvernement sur la mesure 24 du plan culturel numérique. La SMQ a été mandataire du ministère de la Culture.
Écoutez, il y a eu 114 projets déposés, 35 ont pu être acceptés dont est financé. Les musées sont des producteurs de contenu culturel, de contenu numérique innovant. Soit dit en passant, ce sont des contenus culturels francophones. Hein? Donc, vous avez qu'à vous promener dans les musées et vous allez voir qu'il y a eu des innovations technologiques. Alors, on demande que soit reconduit ce genre de mesures dans la politique culturelle. Au niveau des conditions socio-économiques des travailleurs, évidemment, on en a parlé. La SNQ fait partie de la coalition à la culture, le Cœur du Québec, qui regroupe 180 000 travailleurs. Et une des manières, et c'est évidemment d'améliorer les conditions de travail des travailleurs en muséologie, qui ne sont pas des artistes et des artisans, ce sont des salariés, c'est bien différent. C'est évidemment l'augmentation de l'aide financière aux institutions muséales qui est figée depuis une dizaine d'années. Et en terminant, bien important, une institution typiquement québécoise, l'Observatoire de la culture et des communications. Cet observatoire doit avoir les moyens de documenter le secteur muséal. Si on veut développer un argumentaire, connaître notre secteur muséal, on parle de l'ALENA, de la renégociation. L'Observatoire doit pouvoir disposer de tous les moyens pour faire des études sur tous les secteurs, incluant la muséologie. Alors, voilà, et merci beaucoup. Merci à vous. Merci, M. Chagnon. Je cède la parole maintenant à Martine Desjardins, la présidente du Mouvement national des Québécoises et des Québécois. Madame Desjardins. Oui, donc merci d'abord de l'invitation. Le Mouvement national des Québécoises et Québécois regroupe donc 19 sociétés membres, autant Société nationale que Société Saint-Jean-Baptiste, partout sur le territoire. Et un des éléments que nous avons fait dans la dernière année était notamment de créer des états généraux sur les commémorations au Québec. Donc, vous ne serez pas surpris de m'entendre aujourd'hui vous rappeler l'importance des commémorations. Nous avons vu à l'intérieur, en fait, du document de la politique culturelle certains énoncés qui tendent vers, de souligner l'importance du patrimoine, notamment. Mais il y avait plusieurs questions sur la véritable, en fait, politique de commémoration qui avait été suggérée donc par le mouvement lors de la consultation en janvier dernier. Évidemment, cette politique devrait comprendre notamment un calendrier de commémoration. Et je vous avoue que dans une ère aussi de rectitude politique, comme on le voit actuellement, où on déboulonne des statuts, où on enlève des prix sous vote populaire, il nous semble tout à fait adéquat, dans le cadre d'une politique culturelle, d'avoir aussi certaines balises qui nous permettraient notamment de faire des choix ou encore de tendre vers des décisions qui ne sont pas que subjectives, mais bien objectives en fonction, en fait, d'un comité. D'ailleurs, à ce propos, le Mouvement national avait proposé notamment un comité d'experts qui relevait à la fois de certaines institutions qui sont à mes côtés, mais également d'institutions, notamment de la toponymie ou encore de plusieurs regroupements d'historiens qui permettraient aussi de jeter un regard sur l'ensemble de commémorations qui pourraient être soulignées. Pensons notamment à l'anniversaire de Félix Leclerc, que nous avons oublié il y a quelques années de souligner son 100e anniversaire de naissance. Donc, pour éviter, en fait, d'avoir à mettre de côté certains éléments qu'on devrait plutôt mettre de l'avant, nous pensons que cette politique de commémoration est tout à fait essentielle et, pour ne pas dire nécessaire pour l'avenir, en fait, de nos commémorations au Québec, et ne serait-ce que sur la toponymie commémorative. Également, nous avons regardé très attentivement la question de langue française et numérique. Évidemment, on souligne la qualité, le fait de mettre la langue française comme socle de la culture, évidemment, nous plaît énormément et je pense qu'il faut souligner les bons coups. C'est un bon coup de mettre la langue française au centre. Cependant, on a quand même certaines questions. Notamment sur la mise en place de certains éléments au niveau de la culture. Donc, quelles seront les actions qui vont être posées pour faire la promotion de la langue française au niveau local, au niveau international également? Il ne s'agit pas simplement de faire de la promotion via, par exemple, des médias sociaux ou encore en donnant de l'argent. Il faut poser des actions concrètes et encore faire la promotion de cette langue au niveau numérique avec le concours notamment des différentes plateformes numériques comme Netflix ou iTunes. On peut penser également avec les modalités qui ont été changées au niveau du CRTC. Donc, il y avait notamment la proposition de créer une instance au niveau du Québec sur la diffusion de certains contenus numériques en langue française. Et donc, on n'a pas retrouvé évidemment ces éléments-là dans la politique. On aimerait savoir où se situe finalement le gouvernement vers notamment la création d'un conseil de radiodiffusion et télécommunications québécois. Permettez-moi aussi de rester sur la question de la langue française, notamment inscrit d'avoir des mandats pour les organismes linguistiques qui seraient renforcés, donc à la
avec la création notamment d'une instance commune, le conseil, avec le Conseil supérieur pour la langue française ou encore l'OQLF, la question est comment faire pour s'assurer d'une meilleure concertation entre ces différents organismes, mais surtout s'assurer que chacun va garder aussi le créneau qui lui est propre et leur permettre évidemment de faire profiter la culture, faire profiter finalement la culture via la langue française. Oui, c'est ce que je voulais dire. Évidemment, toute la question du curriculum et de la formation liée à la langue française. On parle beaucoup de la question des bibliothèques qui seraient liées à la formation numérique. On avait certaines questions aussi sur d'autres instances qui pourraient faire ce type de formation. Pensons notamment au niveau culturel. On peut penser à des cégeps, par exemple, ou encore le milieu d'éducation qui ne sont pas du tout abordés dans la politique culturelle, notamment à ce qui a trait à la formation numérique. Et également, donc, il y est notamment indiqué que nous allons définir les besoins et les compétences au niveau numérique qui seraient nécessaires pour faire profiter donc la culture à tous, et notamment... Surtout dans... nous avions une question également en ce qui a trait à est-ce qu'il y a en fait une étude qui a été faite ou il y aura une étude qui va être faite sur les besoins et les compétences nécessaires avant de passer justement à qui devrait faire cette formation du numérique. Ça nous semble essentiel. Finalement, l'ensemble de ces éléments-là, au niveau de la politique culturelle, je dirais notre commentaire global. On est content de voir une politique culturelle après aussi longtemps. On attend maintenant le plan d'action, en fait, pour mettre en place l'ensemble des différents principes qui sont élaborés. Bien, merci. Merci, Mme Desjardins. Josée Laurence, maintenant co-présidente du réseau Les Arts et la Ville. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour à tous vos collègues ici aujourd'hui. D'abord, permettez-moi de rappeler que le réseau Les Arts et la Ville outille les communautés du Québec et des francophonies, de la francophonie acadienne et canadienne, afin qu'elles utilisent le potentiel de la culture pour développer durablement leur milieu de vie et renforcer le tissu social. Il rassemble, ce réseau, ainsi des milliers d'élus, de fonctionnaires municipaux, d'artistes et de travailleurs culturels qui œuvrent ensemble à la création de communautés vibrantes. Nous comptons 500 municipalités membres et 140 organismes des arts et de la culture. Donc, le réseau Les Arts et la Ville se réjouit de la structure du projet de politique québécoise dans son ensemble, à commencer par les engagements particuliers à l'égard des Autochtones, ainsi que le choix des grandes orientations qui composent le document. Le projet de politique aborde des enjeux très actuels et adopte une perspective ouverte et inclusive tout à fait remarquable. Nous sommes très heureux qu'il s'appuie sur une approche transversale du développement durable, qu'il établisse un lien pertinent entre la culture et la vitalité des territoires, qu'il affirme l'importance du partenariat avec les instances municipales et la volonté du gouvernement de soutenir leurs actions. C'est tout à fait louable. Nous aurions aimé toutefois que plus d'emphase soit mise sur certains aspects, je vais me permettre d'en mentionner quelques-uns, au chapitre des principes et orientations. Le projet de politique rappelle l'adoption en 2011 de l'Agenda 21 de la culture du Québec, dans lequel il expose le rôle essentiel de la culture pour le développement durable. Celui-ci est basé sur l'Agenda 21 de la culture de CGLU, UNI, qui a été donc émis en 2004. Or, l'adoption par CGLU, toujours en 2015, du guide Culture 21 Action, a ajouté de nombreux éléments qui pourraient être pris en considération, nous croyons, dans l'élaboration d'une vision gouvernementale que l'on souhaite avant-gardiste et tournée vers l'avenir. Pensons par exemple aux notions de droit culturel et de gouvernance culturelle. Nous sommes d'avis que la politique québécoise de la culture devrait affirmer avec un peu plus de force son adéquation à la mouvance internationale, celle de via l'Agenda 21 de la culture, afin que la culture soit incluse dans les approches de développement durable ainsi que dans toutes les politiques en cette matière. Ainsi, nous espérons que le gouvernement soit un partenaire des municipalités et des organismes du Québec qui s'investissent en ce sens. Rappelons que les Arts et la Ville, notamment, est reconnu par CGLU comme le principal relayeur de l'Agenda 21 de la culture et de Culture 21 Action au Québec, en Acadie et dans la francophonie canadienne. À ce titre, les Arts et la Ville mènent plusieurs actions, telles que des cliniques culturelles sur l'Agenda 21 de la culture dans des municipalités, dans et avec les municipalités, je dirais. Je vais aborder quelques points concernant chacune des orientations. Donc, au sujet de la première orientation, il nous semble essentiel que la nouvelle politique affirme que le citoyen est un porteur et un acteur de culture et qu'en ce sens, le gouvernement du Québec s'engage à soutenir les initiatives des municipalités et des organismes.
visant l'ouverture d'espaces d'expression culturelle à l'intention des citoyens. Sur ce thème, ajoutons que le cadre de référence sur les ententes de développement culturel de 2011, établi conjointement par le ministère de la Culture et des Communications, l'UMQ et la Fédération québécoise des municipalités, accorde une place centrale aux citoyens, celui-ci étant désigné tour à tour comme bénéficiaire, acteur et porteur de culture. Ainsi, il nous croit opportun que la politique québécoise réaffirme clairement cette vision commune du ministère et du milieu municipal. Au sujet de la seconde orientation, le projet de politique affirme l'importance de soutenir une création et une production de qualité. Nous souhaitons soulever la nécessité de soutenir également l'existence d'espaces de diffusion et de participation citoyenne. Le projet établit un lien pertinent entre la culture et la vitalité des territoires. Il nous semble qu'une emphase plus importante devrait être mise sur la notion d'aménagement culturel du territoire, et notamment les dimensions de l'art public, des paysages et du design urbain, qui sont des préoccupations actuelles de nos membres. Quant à la troisième orientation, nous apprécions l'affirmation et l'engagement du gouvernement du Québec d'être un partenaire des municipalités et des communautés sur l'ensemble du Québec. Et nous avons compris, au chapitre des principes et orientations énoncés dans le document, que la participation active des ministères et organismes sera sollicitée selon une approche transversale, collaborative et intégrée, et nous en sommes très heureux. Puis, sur la quatrième orientation, il nous apparaît essentiel que la politique positionne ici, dans cette orientation, la culture comme un formidable moteur de développement durable des collectivités. Le gouvernement devrait prendre l'engagement de reconnaître et soutenir, par des mesures concrètes accompagnées de budgets adéquats, le développement d'économies locales et régionales qui tiennent compte de l'apport de la culture de manière à encourager l'intégration des différentes dimensions du développement durable. Toujours en lien avec cette dernière orientation, et je vais terminer là-dessus, nous notons l'absence de référence aux différents réseaux qui représentent, en fait, la structure dont s'est dotée la société québécoise pour développer la culture sur l'ensemble du territoire. Pensons au réseau Les Arts et la Ville, mais aussi aux conseils régionaux de la culture, aux réseaux disciplinaires, etc. Alors, ça conclut nos commentaires. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour votre écoute, votre attention à nos commentaires. Merci. Merci à vous, Madame Laurence. Dernière intervenante de la journée, présidente de l'Ordre des architectes du Québec, Nathalie Dion, on vous écoute. Alors, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, merci de me recevoir. Alors, l'OAQ tient d'abord à saluer les orientations en lien avec la qualité architecturale, le patrimoine et l'aménagement du territoire contenus dans le projet de politique québécoise de la culture. Alors, nous avons examiné vos orientations et avons précisé pour chacune quels aspects liés à l'architecture il importe de prendre en compte. Et vous trouverez ces précisions dans le mémoire que nous vous remettons aujourd'hui. Toutefois, mon intervention traitera du projet de politique québécoise de l'architecture porté par l'OAQ depuis 2014. Ce projet, tel que nous l'avons formulé dans un précédent mémoire, a recueilli l'appui de 45 villes et arrondissements représentant une population de 3,5 millions de personnes. Nous avons mené ce printemps une tournée de conversation publique dans 13 villes pour entendre les citoyens s'exprimer à ce sujet. Et puis, le 28 septembre prochain, nous poursuivrons cette démarche lors d'un forum pan-québécois à Montréal, auquel vous êtes d'ailleurs invités. Le ministère, donc, reconnaît l'architecture et l'aménagement du territoire comme des éléments essentiels de sa politique. Toutefois, il faut rappeler que ces éléments dépassent le strict champ culturel, puis englobent notamment des dimensions technologiques, économiques, environnementales, qui concernent une grande diversité d'intervenants, pensons professionnels, entrepreneurs, élus, fonctionnaires, citoyens, etc. Alors, la stratégie gouvernementale pour la qualité architecturale proposée par le ministère est un pas dans la bonne direction. Cependant, nous croyons que l'adoption d'une politique québécoise de l'architecture enverra un message encore plus rassembleur. Notre tournée du printemps dernier a mis en lumière le désir des citoyens de vivre dans des milieux accueillants, inclusifs et attractifs. Ils ont souligné l'importance de l'échelle humaine, des lieux de rencontre et de la mise en valeur du patrimoine et des paysages. Ils ont plaidé pour que nos bâtiments reflètent davantage les spécificités régionales, que ce soit par l'emploi de matériaux locaux ou une meilleure adaptation au climat. Et ils ont surtout réclamé une vision d'ensemble. Alors, cette vision d'ensemble existe ailleurs dans le monde et puis elle permet à différents acteurs de réfléchir au type de développement qu'ils souhaitent et de se donner les moyens de le réaliser. Je vous donne un exemple. En Allemagne, le gouvernement soutient ce qu'on appelle la culture du bâti ou Baukultur, qui favorise des réalisations durables et de qualité. C'est ce qui a permis à la ville de Ratisbonne, en bordure du Danube, de se protéger contre les inondations en créant une promenade plutôt qu'une simple digue.
Donc, en plus de mettre en valeur le patrimoine et le paysage, cette promenade crée un nouvel espace que la communauté peut s'approprier. La municipalité est parvenue à ce résultat en intégrant les citoyens, des professionnels à sa réflexion. Et puis, de plus, la conception est assurée par une équipe multidisciplinaire réunissant un ingénieur, un architecte et un architecte de paysage. En somme, cette démarche intégrée a permis de prendre en compte l'adaptation au changement climatique, les souhaits de la communauté, le patrimoine et le paysage. C'est là une illustration concrète de l'apport de la culture au développement durable. Au Québec comme ailleurs, les enjeux qui entourent le cadre bâti sont liés à l'acceptabilité sociale. Des évolutions comme la densification urbaine, l'efficacité énergétique ou l'accessibilité universelle supposent une sensibilité à des facteurs culturels. Puis c'est là, justement, que réside la valeur ajoutée de l'architecture, qui a la capacité de donner du sens à la construction. Or, pour parvenir à des résultats qui répondent durablement aux besoins et aux aspirations de la population, il faut mettre en place certaines conditions. Je vous donne des exemples. Choisir les architectes en fonction de la qualité plutôt que du plus bas soumissionnaire. Favoriser la participation citoyenne en amont et tout au long des projets. Exiger la surveillance des travaux par des professionnels pour assurer le respect des plans. Puis finalement, harmoniser la réglementation qui touche l'environnement bâti. Alors, pour que l'enjeu de la qualité architecturale soit mieux compris dans la population, il importe d'encourager aussi des activités de sensibilisation. On peut penser à des publications, expositions, conférences, applications mobiles, visites guidées, cours dans les écoles, etc. Puis, on gagnerait aussi à s'inspirer de ce que font les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement en France. Ce sont des entités régionales qui favorisent des projets plus durables et de meilleure qualité en accompagnant les particuliers, les promoteurs puis les instances municipales. Les villes, également, les villes du Québec, pourraient être soutenues dans la création de leur propre politique de l'architecture, comme c'est le cas au Danemark. Alors, tous ces aspects qui dépassent le domaine culturel, mais dont la culture est le point d'ancrage, pourraient être intégrés de manière cohérente dans une politique québécoise de l'architecture. Alors, le projet de politique culturelle du ministère met de l'avant la contribution de la culture au développement durable. Il insiste également sur la nécessité d'établir un dialogue transversal, mais la même chose pourrait être dite de l'architecture. Alors, c'est pour ça que nous demandons que le ministère étende sa vision en soutenant la création d'une politique québécoise de l'architecture. Merci. Vous, monsieur. Oui, merci beaucoup. Alors, notre dernier groupe qui va conclure ce forum de consultation sur notre projet de politique culturelle, très heureux de vous recevoir. Évidemment, il y a un fil conducteur dans les 4 intervenants, c'est le patrimoine, mais je vais y aller avec des questions spécifiques parce que quand même, vous êtes dans des disciplines également assez éclatées. Alors, je veux pouvoir m'entretenir brièvement avec chacun d'entre vous. Monsieur Chagnon, vous nous avez dit dans votre présentation que dans le plan d'action qui va accompagner la politique culturelle au mois de décembre, la grande priorité pour les musées, c'est toute la question de la préservation des collections. Vous nous avez parlé peut-être de mesures comme les réserves communes, davantage de réserves communes. Je vais voir avec vous s'il y a autre chose que nous pourrions mettre dans le plan d'action pour répondre à cette priorité des musées. Et également, l'autre question que j'aurais pour vous, c'est évidemment, comme vous savez, il y a plusieurs de vos membres qui souhaitent être reconnus par le gouvernement pour éventuellement être soutenus. C'est la première étape. Alors, mais en même temps, il y a une consolidation également du réseau qui est actuellement soutenu. Alors, vous pouvez me dire, oui, on va faire les deux en même temps, mais si on doit prioriser, est-ce que selon vous, on doit ouvrir le processus de reconnaissance ou on doit davantage investir pour consolider les musées qui sont actuellement soutenus par le ministère et le gouvernement? Je pense que les deux peuvent se faire en même temps. D'ailleurs, on est en train de discuter avec le ministère par rapport au processus qu'on appelle d'agrément. Et évidemment, on a parlé des collections. Toute la question des numérisations des collections qui ne sont plus à la mode tellement. On pense que c'est fait. Plusieurs institutions muséales ont des centaines, voire des milliers de collections qui ne sont pas numérisées, qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas cataloguées. Et ça, il y a peu d'argent pour ça. Au niveau des contenus, je l'ai dit, au niveau des contenus numériques innovants, les musées en ont produit et c'était une mesure fabuleuse pour les musées pour créer des contenus culturels par les musées. Ça, c'est vraiment important. Il y a les réserves collectives dont j'ai parlé. Évidemment, l'aide au fonctionnement, une fois que le processus d'agrément va être enclenché, est aussi important. On sait que les budgets d'aide au fonctionnement pour les institutions muséales sont figés depuis
environ 10 ou 11 ans. On salue les mesures d'aide à projet pour le renouvellement des expositions permanentes, itinérantes, pour l'innovation et la concertation en région. Ça, vraiment, c'est une suite de la politique muséale. Mais là, effectivement, on en est à... En fait, je vous dirais essayer de développer une vision de comment on développe la muséologie et les musées au Québec, qui va inclure tous les types de muséologie, incluant la muséologie scientifique. Tout ça, pour nous, est surtout de développer une vision. Et oui, ça passe par une bonification de l'aide au fonctionnement, entre autres. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame Desjardins, vous avez parlé de votre politique de commémoration. J'y étais à vos États généraux. Moi, je trouve ça excessivement intéressant. Et je pense qu'il y a lieu de pouvoir se pencher sur cette question-là. Vous avez dit tantôt, c'est d'autant plus pertinent qu'on est à une époque où on déboulonne des statuts pour la rectitude politique. Si on se ramène également dans un contexte plus contemporain, puis au Canada, on a vu la décision du gouvernement fédéral avec l'édifice Langevin cet été, les demandes de certains syndicats de l'enseignement en Ontario pour les écoles qui portent la dénomination de John A. Macdonald. Mais tout ça, ça s'inscrit également dans la grande démarche que nous avons, qui est en cours partout au Canada de réconciliation avec les nations autochtones. Alors, on peut dire que c'est de la rectitude politique, mais en même temps, une démarche de réflexion. Est-ce que, justement, selon vous, une politique de commémoration devrait prendre en considération et en amont ces contextes-là et ces enjeux? Parce que nous aussi, en fait, vous avez vu dans le projet de politique qu'on a quand même une sensibilité particulière par rapport aux nations autochtones. Oui, tout à fait. En fait, et non seulement en amont, mais d'avoir un comité multidisciplinaire permettrait justement d'être un peu plus au fait de ce qui se passe et de prévenir certaines démarches parce que c'est sûr que chacun y va évidemment de ses revendications, mais lorsqu'on a un comité d'experts, ça permet de s'élever au-dessus de revendications qui sont parfois tributaires en fait d'environnement, comme je l'ai dit, politique. Et comme vous l'avez si bien souligné aussi dans votre exemple, et donc, de notre avis, de créer déjà un comité d'experts qui regroupait donc des experts de différents milieux aiderait de démarrer aussi un calendrier de commémoration, donc déjà de prévoir pour les 3, voire les 5 prochaines années ce qui pourrait se produire. On n'a qu'à penser, par exemple, à certaines expositions qui auraient pu, dans les musées, être concertées, entre autres sur la mise à l'avant, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un exemple que j'aime bien reprendre, Félix Leclerc, par exemple, qu'on aurait pu souligner en grande pompe, autant au niveau des institutions gouvernementales qu'au niveau des musées, au niveau de différents groupes ou encore au niveau de la culture de façon générale. Donc, nous pensons qu'en effet, être capable de prévoir, d'avoir un calendrier est, à notre sens, assez, je dirais pas simple à faire, mais du moins essentiel. Et vous voyez que vous en perdez même votre crayon à ce niveau-là. Très bien, merci beaucoup. Une mauvaise habitude que j'ai de... Des fois, c'est des trombones aussi, mais voilà, désolé. Merci beaucoup. Il n'y a aucun problème. Merci à vous. Madame Laurence, vous avez parlé, j'ai trouvé ça intéressant, puis on l'a entendu tantôt avec un intervenant en matière de loisirs culturels, des espaces de diffusion et de création citoyenne. Je voudrais voir un petit peu avec vous, c'est quoi l'état des lieux actuellement au Québec sur cette question-là et comment on peut faire justement, parce que je comprends que votre souhait, c'est de les multiplier. Alors, comment justement on peut faire en sorte dans notre plan d'action de multiplier ces infrastructures-là? En fait, ça a justement été un sujet principal du dernier colloque des Arts et la Ville. Donc, on a vraiment senti une mobilisation entre le milieu municipal et les intervenants culturels à créer des espaces citoyens, là. Donc, comment? Bien, je pense que c'est de la géométrie variable, là. Évidemment, le territoire du Québec est vaste et les municipalités sont très différentes les unes des autres. Je pense que la clé du succès, c'est de travailler avec les gouvernements locaux, les citoyens, les instances locales pour trouver les meilleures avenues localement là-dessus. Très bien. Question précise, réponse C'est courte. parfait. C'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup. Madame Dion, évidemment, vous avez vu, on parle de l'architecture dans la politique. Je pense que c'est un de vos souhaits. Je sais que vous souhaitez une politique de l'architecture et on va regarder également cette question-là attentivement. Il y a un aspect sur lequel je souhaitais vous interpeller parce que oui, on veut faire en sorte que
les projets d'aménagement, mettre en valeur la culture et qu'on puisse évoluer dans des environnements publics qui sont intéressants. Moi, je dis toujours, lorsqu'on construit des infrastructures publiques, dans le fond, c'est le patrimoine de demain également qu'on construit. Alors, il faut pouvoir bien prévoir ces choses-là et on souhaite le faire le plus possible avec les citoyens. Vous avez parlé de la participation citoyenne en amont. Comment, justement, voyez-vous le rôle des citoyens? Quelles sont les meilleures formules, selon vous, dans les projets d'aménagement urbain, entre autres, où on peut impliquer les citoyens? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des projets exemplaires qui sont faits au Canada, entre autres, avec l'implication des citoyens. Moi, je pense que un des intérêts de la participation citoyenne, c'est de le faire le plus rapidement dans le projet, de consulter dès le début, parce que souvent, les citoyens sont confrontés, on les consulte quand le projet est quasiment achevé, puis je pense qu'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir avoir leur mot. C'est pas tout à fait un projet d'aménagement, mais je pense que d'aménagement urbain, mais je pense que l'exemple va être pertinent quand même. Je pense à la bibliothèque d'Halifax qui s'est faite. À ce moment-là, l'équipe en place, et autant je parle de l'équipe professionnelle, mais là aussi, ça demande une synergie entre professionnels et le promoteur du projet qui était à ce moment-là. Je ne sais pas si la bibliothèque appartenait à la ville ou en tout cas au ministère, mais les citoyens ont été consultés bien avant que la bibliothèque soit construite. Puis l'effort qui a été fait dans ce projet-là, ça a été d'aller rejoindre les groupes qui ne se présentent pas, parce qu'il y a des groupes qui vont facilement venir se présenter. Il y avait un effort particulier qui a été fait pour aller à la rencontre des aînés, aller rencontrer les Premières Nations sur place. Alors, plutôt que simplement les inviter, on est allé créer on a pris des initiatives pour aller rencontrer ces gens-là et on les a consultés tout au long du projet, ce qui fait que le projet, qui est assez singulier par son architecture, a été tellement bien accepté parce que les gens avaient l'impression qu'ils avaient participé tout au long de ce projet-là. Alors, c'est un exemple qui s'est fait ici, mais qui existe dans beaucoup, beaucoup de pays. Le Danemark est très, très avancé dans cette expertise-là qu'ils ont, la façon d'aller consulter dès le début. Je pense qu'il existe plusieurs formes. Il y a même des places où la consultation se fait par le biais d'applications mobiles. Alors, c'est très intéressant d'avoir cette préoccupation-là le plus rapidement possible et c'est ce qu'on souhaite. Puis c'est ce que les gens nous ont dit, effectivement, quand on a fait la tournée du Québec, qu'ils aimaient ça. On a eu quand même 500 participants pour un sujet qui est assez pointus qui sont venus puis qu'ils ont manifesté leur intérêt pour ça. Alors, je pense que les Québécois et Québécoises sont prêts pour ça. Parfait, merci beaucoup. C'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous quatre d'avoir participé à cet exercice. Merci. Très bien. Donc, c'était le dernier groupe d'intervenants. On va donner la parole maintenant au porte-parole en matière de culture des partis d'opposition. D'abord, vous allez entendre de l'opposition officielle Agnès Maltais du Parti québécois. Madame Maltais. Bonjour. Deuxième journée, rebonjour. Merci Luc, Monsieur le ministre, Madame la sous-ministre, Monsieur Bergeron. Bergeron, c'est ça? Non. Comment? Garneau. Garneau. C'est pas grave. Stéphane Bergeron, c'est mon collègue. Bon. Salutations aux représentants des organisations qui sont venus ici. Je vais quand même rappeler que, évidemment, je ne fais pas un résumé, je l'ai dit hier. C'est pas ma job. Vous avez du monde pour ça autour. Puis je suis une femme politique. J'essaie de ne pas être trop partisane. Hier, je pense que c'était correct. On va rester là-dedans. Sauf que je dois quand même dire que vous avez entre les mains un document qui... Le ministre, qui est, depuis juin 2015, vous dit l'état de situation du réseau et que c'est la deuxième consultation qu'on fait quand même. Deuxième consultation. Hier, je vous disais, je résume, les structures nationales ne sont pas remises en question encore aujourd'hui. C'est clair, sont agréées. Les structures régionales, je pense encore qu'elles n'auraient pas dû être démantelées. Les CRE, on n'y arrivera pas avec les MRC. Et les structures locales, mais les municipalités, je pense qu'on est encore à chercher comment les impliquer en culture puis essayer de délimiter les zones de travail. Ça, c'est pas fait. C'est pas que c'est facile, ça, je l'ai dit hier, je sais que c'est pas facile, mais c'est pas fait, puis ça devrait être fait.
En tout cas, il devrait y avoir des avancées avec ces gens-là. Hier, 2 sujets que j'ai revus aujourd'hui. Les conditions socio-économiques de la vie des artistes, de la vie artistique. Les gens voient leurs conditions socio-économiques se dégrader. Et l'arrivée, l'explosion, que j'ai appelée l'implosion que ça provoque, du numérique. Et donc, la nécessité de gérer ces nouveaux joueurs, ces nouvelles technologies, elles s'imposent. Et si vraiment on veut une politique du 21e siècle, bien, ça s'impose qu'il y a des gestes de ce côté-là. Il y a moyen de légiférer, mais il y a aussi besoin de règlements. On peut réglementer, on peut donner des balises, et c'est pas facile. En 92, quand Lisa Frula a présenté sa politique, c'était une politique qui avait beaucoup plus de pages, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus précise. Évidemment, elle créait des institutions. Mais ensuite, après ça, on a eu des grandes politiques. Politique du livre, la lecture du livre, politique muséale, politique de la diffusion. On a créé des fonds, le FIC, le FIDEC, Fonds d'investissement dans le développement des entreprises culturelles. Il y avait le Fonds de stabilisation de la culture. Et il y avait eu une injection massive que j'ai faite avec Diane Lemieux de 20 millions dans le calque, 50% de plus du budget du calque. C'était une époque. Mais tout ça a suivi la politique. Mais à chaque fois, il y avait une consultation du milieu. Autrement dit, le plan d'action a suivi la politique, mais pas collé dessus, ce qui fait qu'on avait le temps à chaque fois de respirer et d'échanger, et il y avait des fonds associés. Ce dont j'ai peur, c'est que, je vais vous le dire, la politique, on l'a attendue. Je disais, ça fait quand même une année de consultation. Et il y a un plan d'action qui va débouler en même temps. La politique étant assez floue, où ira le plan d'action? Est-ce qu'il sera le résultat, est-ce qu'il viendra vraiment d'une grande vision? La politique n'est pas assez pour moi enracinée, ancrée pour qu'on puisse dire voici la vision de l'État et le plan d'action va aller par là. Ça va être déposé en même temps. Nous sommes en année préélectorale. Ça va être déposé 8 mois avant l'élection. Je souhaite, je l'émets comme un soin, que ça reflète vraiment la vision du milieu pour son développement futur, plutôt que la tentation que nous avons tous comme parti politique, mais c'est vous qui allez l'avoir, c'est-à-dire vos collègues vont l'avoir, de faire du préélectoralisme, du clientélisme. Je trouve qu'on aurait eu intérêt à faire de cette politique, la base de départ de la politique culturelle doit être une certaine vision de l'écosystème et de rétablir les équilibres. On a entendu ça beaucoup depuis 2 jours, rétablir l'équilibre. Il y a des déstabilisations qui sont arrivées au fil du temps, et il faut absolument que vous fassiez le travail d'aller voir. En fait, la politique aurait dû être basée là-dessus. D'abord, quel est le niveau de vitalité, de dynamisme de chaque art, et ensuite, les conditions de vie des artistes dans cette vitalité. Ça devrait être le point de départ. Le flou dans lequel moi je considère, je l'ai déjà dit, que nous laisse le projet de politique actuel fait que je ne peux pas vous dire que ça correspond à ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, ceci dit, là, mais je ne peux pas dire vers où ça s'en va. Or, moi, je vous dis où est-ce que ce que je pense que ça devrait aller. C'est ce que je ferai comme ministre. C'est là qu'il doit y avoir un angle. Le sujet du GAFA va être sur toutes les lèvres. Y aura-t-il dans le plan d'action des actions concernant cette arrivée du numérique et ce bouleversement qu'il amène dans les conditions de vie socio-économiques des artistes, dans la façon de produire, de diffuser, et surtout dans la façon d'être rémunéré pour son art? Qu'on soit une entreprise ou qu'on soit un artiste, il y a un problème actuellement qui est un défi. On peut le relever, on l'a déjà relevé. Le gouvernement du Québec, Lise Bacon, avait déjà imposé des choses aux majors américains alors que tout le monde disait que c'était impossible. Puis le Québec a imposé sur le doublage, entre autres, sur l'apparition des copies doublées, des choses aux majors américains. On a déjà été provoquer des choses, donc on peut le faire. Ça doit être une politique gouvernementale. Le ministère de la Culture est très impliqué. Le ministère de l'Éducation le semble aussi, on le voit. Mais où est, dans le projet de politique, le ministère des Affaires municipales, le ministère du Tourisme? Le Rémi est venu nous rappeler qu'ils sont très présents.
Le ministère du Travail, qui fait toutes les lois, entre autres, sur le patrimoine, pour les travailleurs du patrimoine, tout ce qu'il y a là. Le ministère de l'Emploi, les ressources humaines, compétences culture est venu nous en parler, mais il y a aussi au ministère de l'Emploi, j'ai déjà, moi, déposé avec Diane Lemieux une stratégie québécoise de ressources humaines en culture, avec des fonds, mais il y avait une vision de, il faut coller ça ensemble, ça fait partie des choses qu'on peut faire, et le ministère des Finances, tous les crédits d'impôt passent par le ministère des Finances, qui est celui, le grand dispensateur des fonds. Je souhaite qu'on sache comment ça rime la politique culturelle fédérale avec la politique du Québec et que cette grande idée de la souveraineté culturelle, qui est un point d'appui pour vos interventions, revienne. Je ne peux pas croire que vous serez le ministre, je le dis, qui abandonne la souveraineté culturelle. Un petit mot sur l'actualité. Je lisais un texte ce matin, puis je reliais à certaines affaires. Programme de conservation du patrimoine bâti de l'Université de Montréal qui est en remise en question. Le centre d'interprétation de Place Royale qui est fermé, mais parce qu'on cherche un nouveau projet. Je dis, je ne sais pas où vous allez avec ça, mais on ne le sait pas. Le français au Musée d'art contemporain qui, dans un texte d'une Colette Bernier ce matin, on a dit que le directeur de votre société d'État a dit que les musées, les arts n'étaient pas couverts par la Charte de la langue française et qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Je suis sûre que vous allez le rebrouer. Et ici même, fait 2 expositions, qui une s'appelle Love is Love et l'autre Revolution, What is blablabla, encore en anglais. Alors, je pense que la fierté de la langue française, ça se transmet. Mais je pense que si nos sociétés d'État ne sont pas responsables, comment responsabilité les Québécois et les Québécoises? Merci. Merci à vous, Mme Maltais. De la deuxième opposition, la porte-parole en matière de culture, Claire Sanson. C'est pas mal ça. Mais vous avez 5 minutes. Est-ce que je peux prendre mon 2 minutes d'hier? Non, c'est pas cumulatif, désolé. Il n'y a pas de petite économie. Alors, rebonjour, M. le ministre. Bonjour à toute son équipe. Encore une journée très bien remplie, honnêtement. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, cette journée m'a rendu un peu plus nostalgique que celle d'hier, parce que j'ai réalisé peut-être de plein fouet plus que d'habitude que pour avoir œuvré 40 ans dans l'industrie des médias, j'ai eu la chance de connaître certainement les 40 plus belles années. Et que ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'annonce est certainement moins reluisant. J'ai eu le privilège de travailler à la première série de Lancer Compte, la série télévisée. Et il faut dire qu'aujourd'hui, un producteur ou un auteur qui aurait ça dans sa tête, faire Lancer Compte, là, immédiatement, il fait « delete ». Ce serait impossible aujourd'hui parce que dans mon temps, je peux dire ça, là, dans mon temps, toute proportion gardée, il y avait plus de ressources, il y avait plus de moyens et tout était une opportunité. Il y avait beaucoup moins de contraintes, il faut bien le dire. Et au fil des années, j'ajouterais qu'en passant, les sociétés comme Netflix consacrent à un épisode de House of Cards plus de ressources que ce qu'on consent à n'importe quelle série télévisée au Québec pour un épisode de House of Cards. Alors, c'est quand même merveilleux de voir ce qu'on réussit à faire encore aujourd'hui avec le peu de moyens qu'on a. Mais au fil des années et tout au long du développement des industries culturelles, on a créé des pépinières, la relève est là, le talent est là, et on devrait le célébrer quelque part. Alors qu'on a souvent l'impression qu'on essaie de le limiter parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Et au fil des ans, ce talent-là émerge et il veut participer à la vie culturelle québécoise, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais comme les ressources n'ont pas cru et qu'il y a eu, à la limite, un désistement des 2 paliers de gouvernement en matière de culture, ça a créé le climat qu'on sent encore plus aujourd'hui, où tout le monde tire un peu plus fort sur son bout de couverture. Et moi, j'ai peur qu'à force de tirer, tout le monde se ramasse avec un lambeau de guenilles. Alors qu'on devrait plutôt être à l'heure de prévoir ce qu'on souhaite voir comme bagage culturel dans 25 ans. Et je pense que, avec
Et le plan d'action ne sera pas une même tâche, Monsieur le ministre. Là, je ne vous envie pas du tout les prochains mois, mais pas pantoute. Il faut le dire. Là. Mais je pense que ce que je retiens, moi, des deux dernières journées, c'est que force est de constater la qualité et l'expertise des gens qu'on a entendus ici aujourd'hui. C'est extraordinaire, c'est vraiment phénoménal. Et je pense que cette expertise-là, conjuguée à la force des institutions dont on dispose, que ce soit le SEDEC, le CALC ou Télé-Québec, on ne peut pas dire qu'on part dans la dèche, là. Il y a quand même des forces vives là, qui sont là pour appuyer la réflexion que vous devrez constater. Donc, les défis sont grands, ils sont énormes. Les besoins sont grands et en culture, on pourrait dire qu'ils sont infinis. Oui. C'est énorme. Je pense qu'on est là devant une opportunité pour le gouvernement d'insuffler l'énergie requise pour que ce qu'on crée et qu'on produit aujourd'hui constitue effectivement notre riche patrimoine dans 25 ans. C'est essentiel que le plan d'action nous amène à ce qu'on souhaite avoir dans 25 ans comme patrimoine culturel. Alors que je ne prendrai pas tout mon temps. Monsieur le ministre, hormis le fait que j'aspire ardemment à vous succéder. Non, mais il le sait, je n'ai pas l'habitude de ne pas dire ce que je pense. Malgré ce fait, je tiens à vous réitérer toute ma volonté de collaborer, si je puis vous être utile dans les prochaines étapes de votre travail, parce qu'ultimement, ce que je souhaite le plus, c'est que ça marche pour tout le monde. Je vous remercie. Merci, Mme Sanson. Merci. Sur le site du ministère. Avant de céder la parole au ministre pour le mot de la fin, je veux juste vous rappeler, pour ceux qui n'ont évidemment pas eu le temps de participer à toutes les étapes des 2 journées de consultation d'hier et d'aujourd'hui, que la web diffusion est disponible intégralement sur le site du ministère, donc à mcc.gouv.qc.ca/politique culturelle. Voilà, et vous avez accès à toute la web diffusion des dernières heures. Monsieur le ministre, je vous cède la parole pour le mot de la fin. Oui, merci beaucoup, M. Garneau. D'abord, je tiens vraiment à remercier tous les gens qui se sont donné la peine de venir à notre rencontre hier et aujourd'hui, à préparer leur intervention. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec Claire. On a eu des interventions de grande qualité parce qu'on a des gens dans le milieu culturel au Québec de grande qualité également. Je pense qu'on en a eu vraiment la démonstration au cours des 2 derniers jours. Et moi, je peux vous assurer que c'était une vraie consultation. On n'était pas ici pour tester un plan d'action qui est déjà prédéterminé. Évidemment, on a déjà des idées. On travaille avec les gens des sociétés d'État, avec le comité conseil, avec le comité scientifique, mais vraiment pour être à l'écoute des propositions d'action pour notre plan d'action qui va découler de la politique culturelle qui, oui, sera présentée en décembre. Et je tiens à te rassurer, Agnès, vraiment, et du fond du cœur, on vous a invité aujourd'hui à participer à ce processus-là. Je pense qu'on va continuer à faire ce processus-là ensemble aussi. Moi, je ne base pas mon action politique sur la date des élections. Puis d'ailleurs, ça va être un plan d'action sur une génération et pour 10 ans, probablement. Et c'est pas vrai qu'on va réussir à tout faire d'ici le 1er octobre 2018. Alors, les potentiels gains électoraux me semblent bien minces. Non, il faut vraiment avoir une vision d'avenir pour le développement de la culture au Québec. Et c'est ce que je souhaite léguer également comme ministre de la Culture. Et peut-être pas nécessairement légué à Claire, je sais quelles sont ses aspirations. En même temps, elle dit qu'elle veut me succéder, mais elle ne m'envie pas. Alors, oui, parce que ce ne sera pas une mince tâche, et tu as tout à fait raison, le plan d'action, parce que, d'une part, les besoins, oui, sont infinis. Les ressources, elles, ne sont pas infinies, hein, parce que les Québécois ont une certaine capacité de payer, mais aussi, au-delà de ça, c'est qu'au cours des prochains mois, avec l'équipe, une chance que j'ai une équipe extraordinaire pour m'appuyer dans cette démarche-là, parce qu'il y a un exercice d'arbitrage aussi à faire. Parce qu'on a vu, dans le sens que vont les interventions, bien, il y a des intérêts divergents également qui sont exprimés. Alors, oui, chacun
essaie d'avoir son bout de morceau, comme tu dis, Claire, mais en même temps, il faut pouvoir gouverner, faire des choix en fonction du bien commun et de l'intérêt supérieur du Québec, l'intérêt également du milieu culturel. Et honnêtement, on va faire un exercice de réflexion très approfondi au cours des prochaines semaines pour avoir un plan d'action et une politique finale qui correspond à ce que nous avons entendu lors des consultations de l'année dernière et des consultations des 2 derniers jours. Et non seulement ce qu'on a entendu ici, mais également ce que les gens nous auront exprimé via le site Internet du ministère au cours de l'été, jusqu'à minuit ce soir. Alors, c'est des gens qui ont des suggestions à nous faire. Elles sont toujours les bienvenues, mais également les 2959 commentaires que nous avons reçus l'année dernière seront pris en considération. Et pour ça, je tiens à remercier l'ensemble de la population du Québec aussi qui s'est mobilisée dans cet exercice-là et tous les gens qui m'ont accompagné dans ce processus de revitalisation de notre politique culturelle. Oui, les gens du ministère, les gens des sociétés d'État, les gens du comité conseil, du comité scientifique. Je vois une de mes plus illustres prédécesseurs qui s'est jointe à nous cet après-midi, Lisa Frula, qui, oui, est la mère de la politique de 1992 et qui est toujours de très, très précieux conseils pour moi. Là, mon numéro de cellulaire, elle n'hésite pas à l'utiliser au besoin et j'apprécie toujours d'avoir droit à ces lumières. Alors, merci, Lisa, d'être là. Merci de ton implication dans notre processus. Merci à vous, M. Garneau, d'avoir si bien animé nos travaux au cours des 2 derniers jours. Merci également au musée de nous avoir reçus. Et évidemment, on est toujours, même si le processus de consultation formelle se termine ce soir, on est toujours ouvert au dialogue, à recevoir des suggestions. Alors, vous êtes les bienvenus pour nous faire parvenir vos commentaires. Et sinon, on va se revoir certainement à Québec pour le dévoilement de la politique culturelle et du plan d'action. C'est l'engagement que j'avais pris. On fait le forum de consultation à Montréal, dans notre métropole culturelle. On a lancé le projet de politique en région, parce que la politique, c'est partout sur l'ensemble du territoire québécois qu'elle doit s'exprimer haut et fort, et nous allons avoir notre processus final, le dévoilement de notre politique finale dans notre capitale nationale. Alors, ce sera un grand plaisir de vous y revoir. Merci infiniment de votre participation et merci de votre intérêt pour la culture québécoise.